Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée mardi 19 septembre 2023 avec l'auteur Maria Pourchet, qui a notamment déjà signé chez Gallimard Rome en un jour en 2013 et Les Impatients en 2019. Maria Pourchet écrit aussi pour le cinéma et la télévision. Elle présentait ce jour-là à la librairie Western, son nouveau roman aux éditions Stock. Bien, merci beaucoup d'être là, si nombreux, si nombreuses, pour cette rencontre avec Maria Pourchet pour Western, qui paraît chez Stock, qui est un des gros titres de la rentrée. On est très très content de vous avoir pour ce livre. Merci d'être si nombreux, c'est vrai. C'est tellement agréable dehors que je m'y attendais pas. Bon, alors peut-être qu'on perdra de vue, je le dis tout de suite, mais n'oubliez pas, qui c'est qui l'a lu le livre? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu? Ah oui, quelques-uns quand même. Donc on fera un peu attention de ne pas trop divulgacher. Ah, monsieur l'a lu, c'est bien. Si jamais on le perd de vue, ou je le perds de vue, ça sera obligatoirement de ma faute. N'oubliez pas que ce livre est drôle, du début jusqu'à la fin, quoi qu'il se passe, que ce soit drôle, que ce soit pas drôle. Le livre en lui-même l'est. Et c'est vrai qu'en relisant mes notes, je me suis aperçu que ça ne sautait pas aux yeux dans ce que j'avais pris en notes. Mais pourtant, c'est vraiment un livre qui est... Alors on ne peut pas dire joyeux, mais c'est un livre qui fait rire, voilà, ça arrive comme ça, c'est une grande élégance. On ne va pas ressortir la vieille phrase de l'élégance du désespoir sur le rire, mais il y a quand même quelque chose d'un peu de cet ordre-là. On le ressort ? Allez, on le ressort. Donc Maria s'est très gentiment accepté de, peut-être pour commencer, pour introduire cette rencontre, de lire quelques pages. Je lui ai suggéré quelques pages, donc c'était pour moi... Alors il paraît que je ne l'ai pas lu dans la bonne édition. C'est ça, ce serait là le bon moment ? Oui, c'était ça. Ouais. C'est la même page. Et quand vous en avez un, vous arrêtez. On commence par là ? On commence par là, ça vous va ? J'aime beaucoup. Merci beaucoup cette organisation. Ce serait là le bon moment pour lui demander « Mais que se passe-t-il, Aurore ?» Elle pourrait répondre en face « Je suis sans ressources. Je suis vide. » À peine un reste de vie rassemblé dans ce mouvement limité et timide qui est le mien depuis mon enfance de fille et dont participe jusqu'à mon langage. Mes phrases courtes et polies pour dire depuis des années « Je ne viendrai pas, pardon, je suis fatiguée, j'ai un enfant, je n'ai pas faim, maman est morte, je rappellerai. » Je marche depuis des lustres au réflexe et sur la mémoire du ressort. La fin du modèle, la fin des ressources. Ce n'est pas que les pays, c'est nous. Et j'ai toujours été, de mon temps. Coïncider de tout son corps avec son temps, elle a l'habitude, c'est vrai. L'époque a toujours fait d'Aurore ce qu'elle voulait, sans souci des contradictions. Elle a tout avalé sans rien dire. A commencer par Tchernobyl, à 6 ans, à plein poumon. Puis les conneries sur l'Europe réunifiée, en pleine tête. La pilule microdosée, le nom à Maastricht, le sperme, d'abord un peu, puis tout, car dans elle, on disait que c'était coupe-faim. Du jus d'ananas pour maigrir, des médicaments pour les problèmes de thyroïde, avalés avec l'explication. Non, les thyroïdes déglinguées, ce n'est pas Tchernobyl. Les chiens d'Ukraine à 6 pattes, oui, mais pas elle. Elle a cru à l'amour comme marché, à la libéralisation des échanges hommes-femmes. Elle a pensé en termes d'offres et de demandes, puis offensive et force de vente. S'est appliquée à déclarer ses sentiments à la première, y compris sans certitude, s'entraînant ainsi à ne plus être un objet passif du désir. Elle a cru au travail, à la patience, et qu'en France on pouvait rire de tout. Elle a cru, pour un discours de vieux Stahl moins mal écrit que d'habitude, que le communisme était une idée neuve. Elle est descendue dans la rue. Elle est remontée, fourbue, et aspirant fermement au clan, à la propriété. Alors elle a travaillé plus pour gagner la même chose, puis travaillé moins pour aucune différence. Elle a été normale et cynique, libérale et ratissée, amoureuse, patiente, infidèle, sadique et à nouveau calme. Elle a fait des injections sous la peau, écoute encore Noir Désir sans faire exprès, quand ça passe, lit la presse, quand ça sonne, par alerte, sans verbe, par scandale. Elle manque de temps,
d'informations, d'idées. Elle manque de gens pour lui dire de quoi elle a l'air, ce qu'elle devrait faire pour inverser la courbe. Elle doit tout à ses parents, elle doit tout à l'entreprise. Elle doit 26 000 € au Crédit Lyonnais, sans compter les pénalités. Elle doit son faire assimilable à la sécurité sociale. Elle manque d'arguments pour ne pas se haïr de devoir tant. Alors elle en rajoute. Elle doit désormais 10 balles par mois à l'UNICEF par virement automatique. Elle ne sait pas dire non. Et ils sont venus par 2 dans l'immeuble. Ils sonnent à l'heure du repas ou du bain des enfants et vous demandent gentiment ce que vous faites pour les autres, les agonisants et les analphabètes. Elle a signé sans regarder. Après tout, 10 € de plus ou de moins sur un découvert. Enfin voilà, de son temps, Aurore, le nôtre, anorexique et repentie, une vague honte et la carence un peu partout. Aussi nous y sommes, tout au bord du western. J'entends par western un endroit de l'existence où l'on va jouer sa vie sur une décision, avec ou sans désinvolture. Parce qu'il n'y a plus d'autre sens à l'existence que l'arbitraire. C'est un lieu assez nu. On s'y rend au sens du verbe « se rendre ». L'autre y est un décor et le temps dilaté. Le western se fout de son temps et de faire avec. Il va contre. Ne coïncident plus l'homme et le manque, mais l'homme et la plaine. Quelque chose précède toujours le western, une logique violemment personnelle et dérisoire, vouée à finir, faite d'ordre et de ville, de liens et d'habitudes, et de dettes. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on peut résumer le livre sans le divulgacher? C'est drôle, c'est énergique, c'est spirituel, c'est cru. Ça, c'est facile à dire parce qu'on ne dit rien du scénario. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a 2 personnages qui sont en fuite. Il y a Aurore, donc on vient de comprendre dans quel dénuement elle se trouve à peu près au début du livre, à peu de choses près, même si son dénuement va s'accentuer encore un peu. Qu'elle a épuisé donc toutes ses ressources à Paris, elle n'en peut plus, et puis elle va se retrouver donc dans une maison exilée dans le Lot, une maison dont elle a hérité. Elle va croiser la trajectoire d'un autre fuyard, un comédien célébrissime qui fuit Paris quelques jours avant la première de son nouveau spectacle. Et ce nouveau spectacle, c'est un Don Juan monté dans une esthétique western. Les 2 personnages vont fatalement se croiser et s'éprouver l'un l'autre. Voilà. Ça vous va? Il en manque? C'est pas divulgaché. C'est pas divulgaché, non, c'est même à peu près le moins qu'on puisse dire. Non, c'est très sobre. Ça me va. Et alors, peut-être qu'on peut... c'est un peu pour ça que j'avais proposé ce passage-là à lire, régler un peu, ou commencer à régler la question du western. Donc, il y a la 4e de couverture que vous avez reprise de ce paragraphe-là. Un endroit de l'existence où on va jouer sa vie sur une décision. Et puis, il y a aussi, plus tard dans le livre, la réponse du metteur en scène à qui on fait à peu près la même question que celle que je vais vous faire. Pourquoi le western? Et il répond parce que j'aime ça. Alors pourquoi le western? Ça serait, c'est vraiment ce que je pourrais dire de plus vrai, de plus instinctif et de moins intello. Ça serait vraiment parce que oui, j'aime ça. J'ai tout un paysage mental fait de western parce que c'était à peu près le seul genre auquel j'avais accès. Quand j'étais enfant, on n'avait pas à la télé. Et parfois, il y en avait une petite qui était dans une petite télé comme ça, hein, on est dans les années 80, que mes parents sortaient pour des rendez-vous cinéphiliques. Et ces rendez-vous étaient systématiquement des westerns. Donc ça allait de Peckinpah à John Ford, Wayne, Walsh. En plus, vraiment les westerns purs et durs, quoi, entre les années 50 ou 70. Mais le western, il m'a été imposé ensuite parce que faisaient mes personnages. Et ça, je le dis dans l'extrait. J'avais des personnages dont je voyais bien qu'ils étaient de leur temps. Voilà, le post-MeToo, le temps actuel, mais je les voyais faire un mouvement, c'est-à-dire s'arracher à quelque chose de l'ordre ancien, de l'establishment, et se projeter dans un ailleurs avec le fantasme de la remise à zéro. Et ça a commencé par là, et ça m'a emmené vers le western. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de temporalité, parce que le western, c'est pas une temporalité, c'est un décor. C'est le décor qui donne le temps. Et je me suis dit, voilà, en fait, on est là, on est dans le western. Et après, tous les éléments de mon histoire, mon
m'ont convaincu qu'on y était. Alors pour ceux qui ont lu l'histoire, je pense que ça paraît évident, mais par exemple le rapport à la loi. Voilà, dans le western, dans tous les westerns, alors quel que soit pour le coup le réalisateur et des années 50 jusqu'à aujourd'hui, il y a un invariant, c'est qu'on attend toujours le juge en ville. Et il n'arrive jamais. Alors soit il se fait descendre, soit il y a un accident de diligence, il se fait rarement descendre, soit il vient pas simplement parce qu'il est sur d'autres affaires. Et en fait, le western ne prend jamais le temps de la loi. La lenteur de la loi exaspère le western, et du coup, ce qui agit avant, ce qui opère avant, c'est des lois personnelles, instinctives, émotionnelles, radicales, qui vont exécuter, qui vont condamner, qui vont... Et pour moi, ça résonnait très fortement avec un certain tribunal populaire que peuvent ériger les réseaux où on voue des individus au bannissement, à la damnation, à la malédiction. Il y a, où on les harcèle, où on souhaite leur mort. Et ça, c'est ces logiques de malédiction, de bannissement-là, opérées par un tribunal qui n'en est pas un, c'est le temps religieux. Et ce temps religieux, on le trouve exactement comme ça dans le western. Et voilà. Le temps religieux. Ce que j'appelle le temps religieux, c'est le temps de la malédiction, où il y a des maudits. C'est ce qui arrive à Alexis. En fait, la société ne peut plus le reconnaître du fait, sans entrer dans le commentaire de ce qu'il a fait pour le moment, mais la société ne veut plus le reconnaître pour ses comportements amoureux. Voilà, on peut plus se regarder là-dedans. C'est plus, Alexis, c'est Don Juan, donc c'est le séducteur compulsif, brutal, abandonniste, narcissique, qui a commis un crime qui relève de la violence symbolique. Parce qu'aujourd'hui c'est qualifié, ça l'était pas à l'époque de Molière. Et au nom de ça, Alexis va se bannir lui-même. Il va essayer d'anticiper sur son propre effacement. Et ensuite, il va être quelque part maudit, comme Don Juan l'était, maudit par la société qui ne veut plus se reconnaître dans le miroir que pendant 300 ans Don Juan a présenté aux hommes et qui était un miroir abusivement sympathique. Mais voilà, là vraiment on n'en veut plus. Et ce que j'appelle temps religieux, voilà, c'est un ordre qui donne lieu à des sanctions qui ne relèvent pas de la loi et qui donnent lieu à des logiques de bannissement et de malédiction. D'accord. Et parce qu'en fait, la référence au western est quasiment constante, même s'il me semble que les références peut-être s'étiolent un peu au fur et à mesure du roman. Il y en a moins à la fin qu'au début, tout bêtement. Il me semble, je ne suis pas sûr. Mais au départ, c'est une scansion très très forte. Ouais. Quasiment chaque chapitre, pas exactement chaque chapitre, mais presque, se termine par un petit apologue sur le western, en quoi il résume ce qui vient de passer, en quoi il annonce... Oui, il y a des marqueurs voilà, pour... tant qu'à mobiliser cette figure de style, moi, ça me servait à établir une connivence avec le lecteur et dire quelque part, on est au spectacle. Voilà, ça commence au spectacle, ça va finir au spectacle. Pour moi, c'était important. C'est-à-dire, s'il y a spectacle, ça veut dire qu'on peut... comment dire, pour le coup, c'est comme chez Molière. On peut grossir le trait. On peut grossir le trait, on peut se moquer, on peut juger immédiatement, on n'est pas obligé de s'engager. Et ce spectacle, c'est nous aussi. Oui, non, mais voilà. Et sinon, voilà, à chaque... ça m'amusait énormément. Enfin, vous dites, ce livre est drôle, mais il n'est pas joyeux, c'est vrai. Mais pour moi, la joie de l'écriture, elle venait par là, quoi. Dès que j'écrivais quelque chose, ça référait à... Une fois que je m'étais mis dans le western, ça référait à une image de western. Quand je fais arriver mon personnage d'Alexis, donc le comédien qui fuit Paris, parce qu'il pressent qu'il a en gros des casseroles sentimentales qui vont s'agiter fortement, il va dans le Lot. Pas loin de chez vous, je crois. Enfin, c'est à 1 heure. Il va dans le Lot et... Quand je le vois arriver à la gare de Cahors, les images qui se superposent à la gare de Cahors, c'est le Texas, la ville d'Abilene, qui a joué beaucoup d'ailleurs dans le western, mais on la voit beaucoup, c'est la ville d'embarquement des troupeaux.
Et cette image-là se superpose à la gare de Cahors, que je connais bien. Et donc, immédiatement, voilà. Mais c'était une opération comme ça, presque une opération impressionniste. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est fou, en fait, à quel point je suis dans un western, ou à quel point nous sommes dans le western, et on s'en était pas rendu compte, en fait. Et pour tout, le personnage du journaliste qui va imprimer la légende d'Alexis, pareil, me reviennent plein de personnages de journalistes qui se font cramer leur imprimerie, de télégraphistes qui se font pendre avec la corde du télégraphe parce qu'ils n'ont pas imprimé la bonne légende. Et enfin voilà, et il y en a pléthore. Alors ça se raréfie à la fin, puisque à la fin je vais peut-être faire mentir la principale loi du western, et qui est aussi son sadisme. C'est le western, il promet toujours au héros le repos. Il promet toujours la paix. Ça va, même Jesse James, on lui promet la paix. Il va avoir petite vie conjugale, ferme, peut-être même enfant et tout. Et cette paix lui est toujours refusée. Mais c'est très tard dans le western, ça tient très très longtemps. C'est vraiment, on croit que ça va y arriver, c'est très très sadique. Et ça n'arrive jamais. Et plus les images sont belles, plus il y a de la musique, plus ça veut dire que ça va tirer de partout et que c'est déjà la fin. Et en fait, comme dans western, je fais mentir ça, puisque la vie n'est pas une tragédie. Le western, c'est tragique. Mais je crois que ce que je raconte ne l'est pas. Et donc, je ne pouvais pas aller aussi loin. Je ne pouvais pas être aussi sadique que le western. Donc, à la fin, je sors un peu de ma propre grammaire pour rendre aux personnages leur propriété, qui n'est pas d'être que des cow-boys. Et l'autre influence majeure, l'autre référence majeure plutôt en fait, non, influence aussi, parce que finalement, j'étais en train de penser que Molière, dans ses pièces les plus sombres, ça reste Molière, ça reste drôle, ça reste le discours du misanthrope, et à la fois complètement affolant par la folie qui s'y lie, et en même temps c'est désopilant de voir à quel point il est dans son délire. Et les répliques de Tartuffe sont aussi, ça a beau être une pièce noire, les répliques de Tartuffe parfois sont à mourir de rire. Oui. Et Tartuffe lui-même est drôle. Tartuffe est drôle. Mais parce que moi je crois que Molière, il aimait beaucoup cette humanité. Et qu'il ne pouvait pas, c'était faire rire même de Tartuffe, même d'Alceste, du misanthrope, c'était les sauver. C'était quelque part un peu leur donner une chance. Et puis c'était aussi bon, là on va retomber dans les dogmes sur l'humour, mais c'est un rail. Sans faire rire, il peut pas aimanter, en fait. Et ce Molière-là dont vous parlez, je l'avais beaucoup en tête. Et vous validez il y a tout un tas d'explications intéressantes, mais il y en a une qui est très synthétique, à part de dire, le metteur en scène, à part de dire je fais Molière comme un western parce que j'aime ça, mais en gros, il dit aussi que Don Juan, c'est un western. C'est quelque chose que vous validez Ah oui. Quand j'ai choisi mon personnage, quand j'écris un roman, c'est d'abord le personnage qui vient. C'est comme si quelqu'un s'approchait, était au bout d'un trottoir, et puis il s'approche, et je vois la tête qu'il a, ce qu'il fait. Donc celui-là, il était... Je savais que je voulais écrire quelqu'un qui est obligé de fuir suite à quelque chose qu'on ne connaît pas, qui relève pas du crime pénal, mais qui relève du crime sentimental aujourd'hui. Et donc je le vois arriver, je vois que c'est un comédien, qu'il est en costume, mais je sais pas quel rôle il joue. Et donc je cherche, qu'est-ce qu'il pourrait faire, ce type, est-ce que c'est Richard III, et je relis des trucs, et je relis Don Juan. Je l'aurais pas fait immédiatement parce que la figure de style est presque très attendue, et c'est pas mon truc au départ d'aller vers les lieux communs pour les travailler. Et en fait, si, avec lui ça marche, parce que le Don Juan de Molière, c'est la seule pièce où 3 actes sur 5, le héros fuit, et il se déplace. C'est-à-dire qu'il est... Je me dis, mais même comment devait le mettre en scène Molière à l'époque, ça devait pas être possible, quoi. Et il fuit, il est ou à cheval, ou à pied, assoiffé, et il tue le temps en discutant avec Sganarelle. Et sur une scène de théâtre, ça devait être exactement comme le western, pour matérialiser le temps qui passe.
à part changer les décors, c'est ce qui se passe dans le western, hein. On ne sait jamais combien de temps durent les journées, les nuits. Il n'y a que le paysage qui change. Et je me dis, mais en fait, c'est exactement un western. C'est-à-dire, c'est ce héros-là qui rompt avec la société piaillante et moraliste de Molière, et il est projeté. Alors, c'est un héros sympathique, ce Don Juan-là. Le mien ne l'est pas. Ne l'est pas. C'est ce qu'on appelle les connards innocents, pour le dire vite, mais les connards quand même. Et voilà, c'est Don Juan qui m'a imposé mon personnage et qui a commencé à m'amener les références du western. Et pour peut-être temporairement de clore cette histoire de western, ce rapport au western plutôt, il y a une citation que... vous avez dit... la narratrice dit, parce qu'il faudra y revenir, vous avez dit, la narratrice dit, c'est vraiment pas la même chose dans le roman, hein, j'ai l'impression, il y a des moments où ça coince un peu. Donc la narratrice dit, c'est une narratrice omnisciente, le genre qui vous décrit ce qui se passe, parce qu'elle voit tout, elle comprend tout, ou du moins elle dit qu'elle comprend tout. De temps en temps, elle émet des doutes. Je ne sais pas si j'ai pas raconté des conneries un peu là quand même. Bon bref, elle dit, si le western est un genre, c'est le féminin. Il articule en un seul trajet l'idée du destin, l'idée du tragique de la condition humaine, à celle de la plus fascinante liberté. J'avoue que ça m'a... Alors, je ne vous demande pas de vous paraphraser, ça serait idiot. Mais puis là, j'en serais pas capable. Malgré le coca, pour moi, pour moi, quand on me la relit, ça me paraît évident. Voilà, le destin tragique qui va vers sa condition de femme, qui va vers, avec tout ce qu'elle a de déterminé, chez Aurore, et puis la plus fascinante liberté parce qu'elle est capable de transgresser ça. Et tout ça, c'est dans le western. Le western, c'est un idéal féminin, en fait, contrairement à ce qu'on a cru pendant des dizaines et des dizaines d'années. Exactement, c'est absolument pas macho. D'ailleurs, c'est aussi ça qui m'a portée vers le western, c'est que j'étais fascinée enfant par les figures de femmes dans les westerns, notamment les rôles de Joan Crawford. L'exemple type, c'est Johnny Guitar, pour ceux qui ont un petit peu les mêmes références que moi. C'était toujours des femmes puissantes. Elles n'étaient pas là par hasard. Elles avaient... elles tenaient le truc, quoi. Elles avaient elles-mêmes transgressé avec tout ce que la société réservait pour elles. Alors, c'était même pas une société patriarcale, c'était au-delà de ça, médiévalo-patriarcale, quoi. Et elles étaient quand même là avec des fusils, elles montaient à cheval, pas en Amazon, elles s'occupaient des bêtes, rarement des enfants, hein. Les enfants, on les voit passer, les enfants, dans le western, mais quand une femme est dans le western, c'est qu'elle a un pouvoir. Et ça, moi, il n'y avait rien quand j'étais enfant dans mon entourage, dans la lignée dans laquelle je viens, qui me montrait ça. Je voyais des phénomènes conjugaux beaucoup plus classiques, et où les femmes étaient souvent prisonnières des mariages, où elles ne travaillaient pas, où je voyais qu'elles souffraient. Et les westerns, paradoxalement, c'était la fenêtre sur une autre liberté du féminin. Et ça m'a jamais quitté, cette image-là. Et du coup, je me parjure, je vais parler encore de western, mais une dernière fois, et puis pas longtemps. Mais du coup, vous, personnellement, les westerns tardifs, les westerns désabusés de Clint Eastwood à partir de Pale Rider... j'adore, c'est mes préférés. Ça a été Parce que là, par contre, pour le coup, la femme prend une dimension complètement explicite. Ça a été des bons moments pour vous aussi, ces films-là? Oui, parce que... Même en rupture avec le... Oui, non, mais en fait, c'est toujours les mêmes codes, mais on les retourne. On regarde ce qu'ils ont dans le ventre, quoi. Pour moi, les films les westerns de Clint Eastwood, ce qu'ils filment, c'est le désarroi. C'est vraiment quand il y a le même West, et puis il y a les mêmes types, mais il n'y a aucun récit national auquel se raccrocher. Il n'y a pas l'arrière-plan de la guerre de sécession pour dire qu'on a fait quelque chose et puis que voilà, on mérite son bout de terrain et c'est son bout de troupeau. Il y a le drapeau, ça marche pas. La communauté, on la comprend encore moins. Tout le monde patauge dans la même zone grise. On ne sait pas qui. Enfin, le chef, le prêtre, le shérif, le prêtre, on les distingue pas. Mais avec toujours cet impératif il faut quand même vivre ensemble, hein, parce qu'en fait, on n'a pas depuis les années 50, depuis Peckinpah jusqu'à Clint Eastwood, c'est la même Amérique. On n'a pas bougé d'un pouce, mais avec toujours cet impératif de vivre ensemble.
voilà, enfin bref, le désarroi, ce désarroi-là. Non, c'est bon, c'est parler de western. C'est pas du tout une thèse sur le western. Hein. Non, en fait, apparemment, on partage, on partage une passion. Non, on ne partage pas. Vous connaissez beaucoup mieux le western que moi. Moi, j'ai été fasciné de voir. Bon, bref, non, on a dit qu'on parlait plus de western. On n'en parle plus. Par contre, donc, je reprends mon avant-dernière citation. Non, ma dernière citation, genre féminin, tragique de la condition humaine. Il y a ces mots, il y a le sale sort qui est fait à certaines femmes, enfin, pas mal des femmes de votre roman. Alors, on peut absolument pas réduire votre livre comme ça a été fait, une espèce de MeToo, de Don Juan d'après MeToo. On peut pas le réduire à ça. Pour autant, c'est clair que votre roman a à voir avec une conscience féministe. Et je voulais savoir, en gros, comment vous vous inscrivez dans ce courant-là, parce que votre rapport est nuancé à ça, tout le monde. Pour moi, c'est même pas un courant, quoi. Féministe. C'est inévitable d'être féministe, en fait. Penser féministe, je voulais dire. Enfin, c'est être conscient, en fait, féministe, pour moi. Il suffit d'ouvrir les yeux, quoi. Le tort fait aux femmes depuis à plein d'endroits de l'histoire, dans plein de pays, est inouï. Voilà. Et donc, l'a été, elle est encore, mais je dirais pas, et ça vraiment, ça me structure, ça m'intéresse d'observer le résultat chez les résultats comportementaux chez mes personnages comme Aurore, mais je dirais pas que je m'inscris dans une littérature féministe, en fait. C'est impossible pour moi d'écrire sur le féminin séparé du masculin, puisque ce qui fait, parce que vous avez qualifié à juste titre de post-MeToo, c'est la tension entre le féminin et le masculin, c'est la réinterrogation des rapports de pouvoir les injonctions paradoxales les injonctions qui nous sont faites à nous, femmes, de prendre les droits qui ont été acquis pour nous, de revendiquer ceux qu'on n'a pas encore, qui s'opposent à l'injonction faite aux hommes de corrige-toi et rends les privilèges abusifs, toute la place abusive que tu as prise. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est l'incommunicabilité que ça crée, en fait, ces deux injonctions-là qui n'ont rien à voir et qui ont lieu dans le même environnement, qui lui, en plus, ne change pas du tout, qui est toujours patriarcal, parce que finalement les deux genres y tiennent pour des raisons différentes. Et tout ça, ça crée c'est ça que je trouve passionnant, parce que c'est absolument explosif. C'est un moment. Enfin, moi, il n'y a pas eu dans ma vie un moment de mon histoire socio-culturelle qui m'a plus intéressée que ça, à part peut-être La chute du mur. Mais j'avais 9 ans, donc j'en ai pas fait de bouquin. Mais c'est à la fois incompréhensible, passionnant, nucléaire. On a créé cette complexité, il faut maintenant la défaire, parce que il faut continuer. Hein. Et tout est fait pour qu'on n'y arrive pas. Mais voilà, donc moi je trouve pas ça désespérant. Je trouve ça, sous certains aspects, euphorisant à observer et à raconter. Je discutais avec mon fils de votre livre, et puis il tombe sur la phrase, mon fils a 18 ans, il tombe sur la phrase donc Don Juan après MeToo. Il me fait ouais c'est bien, ça a l'air intéressant, il y a juste cette phrase là, Don Juan après MeToo. Ça va pas ensemble. Hein ? Ça va pas ensemble. Non, c'est pas ça qu'il m'a dit, c'est quelque chose qui va un peu dans votre sens, et il m'a dit mais tu sais, pour moi ça me parle pas. Ça me parle pas, j'ai 18 ans, le monde d'avant MeToo, je sais pas vraiment ce que c'est. Je vous crois quand vous me le racontez, mais pour nous c'est arrivé, ça y est, c'est plié, enfin c'est plié, c'est pas réglé. Mais le monde d'avant MeToo, pour lui, il n'en a pas conscience. Voilà. Après, l'étiquetage, le mythe de Don Juan après MeToo, c'est un slogan journalistique. Hein. C'est pas, comme vous dites, c'est un aspect de l'histoire qui, à un moment, permet un récit médiatique, et on parle que de ça. Mais pour moi, c'est qu'une. On pourrait parler que du western, comme vous. Oui, c'est qu'une des manières d'aborder le. Après, roman. voilà, c'est un universel. C'est une histoire d'amour entre deux personnes qui sont, pour des raisons différentes, chacune à un moment bien précis de leur vie. C'est-à-dire à ce moment où on se dit qu'on est possiblement la somme des échecs amoureux.
Que si on se définit comme être sentimental, c'est une somme d'échecs. Et que y a toujours un moment où on n'a pas envie de s'y remettre, en fait, pas envie de recommencer, où on a mis le mot amour sur plein d'errances, d'erreurs, de chutes. Et les deux, pour des raisons différentes, en sont là. Et ils vont chacun représenter le défi de l'autre pour sortir de ce paradigme de allez, j'arrête. Et ça c'est absolument universel. C'est pas voilà. La princesse de Clèves, c'était déjà ça. Il y a un autre axe du roman qui m'a semblé, je ne suis pas sûr de mon coup, mais la genèse de vos personnages, vous la retardez énormément. Elle arrive très très tard dans le roman, l'enfance d'Aurore, l'enfance d'Alexis. Bon, c'est pas une invention de votre part, ouais. Il y a d'autres gens qui ont fait ça. Mais on a affaire à une femme qui est très volubile, le personnage, pas la narratrice. On a affaire à un homme qui est un comédien. On a des gens qui sont tous les deux rompus au langage. Aurore le dit, elle a toute une panoplie d'excuses, de phrases toutes faites à sa disposition. Lui, il est un comédien célèbre ici, mais visiblement talentueux. Pourtant, à un moment, je me suis demandé si l'axe principal du roman, c'était pas d'amener ces personnages à être capables de parler d'eux-mêmes avec un peu de sincérité, avec un peu de justesse, comme un roman de formation à 40 et quelques années. Quoi. Oui, c'est ça. Il leur fallait... Alors déjà, sur le pourquoi j'ai fait ça, effectivement, dans les romans, on commence toujours par tout raconter des personnages, d'où ils viennent. Et moi, ça m'a jamais semblé réaliste, parce que ça se passe jamais comme ça, en fait. Hein. Il faut énormément de temps pour avoir les confidences des gens, même pas les confidences, un peu l'épaisseur, un peu l'arrière-plan. C'est jamais dans les premières pages d'une rencontre que ça se joue. Quand ça se joue, quand on y a accès. Donc moi, ça m'a toujours semblé... j'ai eu des éditeurs à qui ça posait énormément de problèmes, à qui je n'arrivais pas à expliquer ce principe qu'on ne peut pas commencer par présenter les personnages comme ça. On ne peut pas toujours prendre le lecteur pour un con, parce que c'est pas... voilà, c'est contre-intuitif pour moi, d'une part, et d'autre part, je voulais, à l'âge qu'avaient mes personnages, donc 45 ans par là, une histoire d'amour, elle peut commencer que comme ça pour eux, parce qu'ils n'ont pas l'illusion nécessaire pour le choc amoureux, et même s'ils l'ont, ils n'ont pas l'illusion dans la possibilité de tout recommencer, western ou pas, quoi. Ils savent le coût de tout, le coût de comprendre à qui on a affaire, l'adopter, l'accepter, être déçu, recommencer. Toute cette liturgie-là du rapport amoureux, ils la connaissent trop. Donc il faut autre chose. Et il faut l'aveu, en fait. Il faut il faut réussir à entrer dans une espèce de nu de la parole, de dire bon, voilà, en fait, je ne suis que ça. Et il faut un lieu pour ça. Et le Lot, pour ceux qui le connaissent, c'est idéal. c'est silencieux, on y accède très difficilement. Quand on y est, c'est très compliqué d'en repartir parce qu'il n'y a pas de moyen de transport en commun. Donc, moi, j'ai eu des conversations nocturnes de plusieurs heures dans des bergeries, sur les causes du Lot. Et ça m'a... Enfin, même de plusieurs jours, en fait. Et voilà, comme ils se piègent, inconsciemment, mais bon, on est tous manipulés positivement par notre inconscient, donc inconsciemment, ils se piègent dans une situation où ils n'auront pas d'autre chose à faire que d'avouer qui ils sont et d'interroger l'autre sur qui il est. Et je crois en plus que c'est un fantasme des amoureux, c'est-à-dire qu'on attend toujours ce moment, on l'espère, si on interrogeait, voilà, je suis sûre que si on interrogeait des gens sur le moment amoureux, le moment sentimental qui les fait le plus rêver, c'est ça. C'est vraiment le moment où on peut atteindre une vérité, parce que dans un temps qui n'a plus rien à voir avec le temps ordinaire qui est le nôtre, qui est le temps du western, quoi, qui est totalement étalé ou qui est parasité par rien, enfin, le truc qui n'existe pas, donc qui me paraissait totalement fantasmé, miraculeux. Pardon ? Miraculeux. Voilà. Miraculeux, donc ça on y reviendra plus tard, à miraculeux et au miracle. Mais l'humour, il est manifeste. Alors,
Est-ce qu'on peut dire punchline Allons-y, on a dit pire. On a dit pire. Bon, en tout cas, des traits d'esprit, des punchlines, des mots d'esprit, je ne sais pas comment dire. Il y en a 3-4 par page, quoi. Alors, et puis il y a cette narratrice qui arrête pas qui arrête, mais en tout cas fréquemment casse le 4e mur, de dire, elle dit je, elle dit moi je même, etc., etc. Elle dit moi je, oh et puis non, peut-être que je me trompe, etc., etc. Ça casse, ça vous fait rire, et puis ça casse quelque chose. Au contraire, ça montre quelque chose. C'est cet humour, ce jeu perpétuel avec ce à quoi on s'attend dans la construction d'un roman, puisqu'au bout du bout, c'est jamais que l'histoire de la rencontre d'un homme et d'une femme, donc un thème de roman presque éculé. L'humour, ça vous sert à quoi là-dedans? Alors, déjà pour la narration, le jeu narrateur est impliqué dans l'histoire. Hein. À un moment, on découvre qui il est. Hein. Non. D'accord. Donc c'est pas qu'une position énonciative. Effectivement, elle me fait marrer parce que voilà, c'est la position du narrateur omniscient dans la littérature actuelle, on l'apprend jamais. Elle est très datée, elle est très 19e siècle. Mais pour l'apprendre, il faut que ce narrateur-là, il ait une bonne raison de tout savoir. Donc je réponds à cette question-là à la fin du livre. Mais en attendant, tant qu'on joue avec, moi je comprends Balzac. Hein. Y a pas plus, c'est l'éclate. De vraiment, je m'étais jamais permise de faire ça. C'est-à-dire que c'est comme de voir les scènes en parallèle, de pouvoir supposer ce que pensent les gens, de le commenter ensuite, de pas s'impliquer, quand vraiment on peut pas voir. Ça c'était. Et puis effectivement, ouais, c'est un vecteur d'humour. Alors l'humour, à quoi il sert? Cette histoire-là, sans humour, elle a des aspects peut-être difficilement supportables. Vous parliez il y a de crudité, il y a des violences propres au donjuanisme, qui sont des violences psychologiques que je raconte de manière, que je raconte au premier degré, sans l'intermédiation de l'humour. Et donc, voilà, j'ai besoin, pour équilibrer, pour être quand même... Don Juan, c'est quand même une comédie, quoi. J'avais besoin de monter le curseur de l'humour par endroit, parce que par endroit, il est totalement à plat, quoi. Et moi, je crois que je ne sais pas faire autrement, en fait. Il n'y a pas un de mes livres où il n'y a pas ça, parce que alors, on va dire encore un truc éculé sur l'humour, mais c'est cette histoire de politesse, de décence, si quelqu'un vous fait l'amitié de vous lire dans un temps où on n'a absolument pas... Alors ça va paraître bizarre, hein, ce que je vais dire, mais moi je pense vraiment, quand j'écris, aux usages de lecture. Je me dis que y a une telle concurrence de médias que en fait, on a peu le temps de lire, et je suis déjà très reconnaissante à l'idée qu'on va me lire. Donc j'ai tendance à faire des chapitres courts, parce que je me dis, mais en même temps, dans le mode de vie qui sont les nôtres, les unités de temps, elles sont ce qu'elles sont, en fait. Le temps adolescent qu'on avait pour lire toute la nuit le Comte de Monte Cristo, ça marche pas, en fait. Donc il y a une espèce d'adaptation naturelle. Je me dis... Il faut créer quelque chose. Il y a une expérience qu'on ne peut pas reproduire à l'infini. Le truc long, descriptif, chiant, il ne faudra pas se plaindre que les gens ne lisent pas, en fait. Et donc, pour rompre ça, ce qui me vient, c'est effectivement des formes plus brèves, c'est l'humour, c'est parce que je veux qu'on me lise, et je suis drôle, et donc voilà. Oui, vous êtes drôle. En fait, on ne le sait pas qui c'est qui est drôle. Avant de vous rencontrer, je me demandais si vous étiez drôle, parce que qui c'est qui est drôle, c'est Aurore avec ses commentaires acerbes. Mais par exemple, donc dans ce que vous dites, j'entends par exemple l'usage du cliffhanger. Oui. Donc on fait il va se passer un truc. Ça, c'est le western. Mais le truc, c'est que vous dites attention, là il y a un cliffhanger. Vous auriez pu vous contenter de mettre un cliffhanger pour relancer la lecture. Non, là, je vous en fais un. Oui, mais parce qu'il y a aussi une telle culture du récit et de la narration
nourri par les séries et tout. Moi, j'aime bien ce jeu-là. Déjà, c'est imposé par le code par la figure de style que j'ai choisi, le western. Mais tout le monde sait ce que c'est qu'une chute quand on passe d'un épisode à un autre. Et l'intérêt de cette narration qui est au-dessus, c'est aussi la connivence avec le lecteur. C'est ça t'a pas échappé que c'était un cliff. Oui, je sais, c'est grossier, mais bon, voilà. Je passe par là parce qu'on est ensemble et on s'amuse, quoi. Il y a ce côté. Pour moi, c'était vraiment le côté jouissif de l'écriture de ce texte. Et il y a aussi peut-être parce que c'était très présent, j'avais trouvé dans Champion. C'est-à-dire, vous aimez bien montrer d'une manière allégorique ou pas, des fois assez directe, comment on construit une histoire, comment on construit la vérité, si tant est qu'elle existe, tous les traitements qu'elle doit subir avant de devenir une narration qui tienne à peu près la route, qui soit agréable à lire, tout ça. Donc c'est ce que fait le gamin Et il y a aussi, avec cette manière de mettre à nu les rouages, il y a aussi peut-être un truc que je trouve personnellement salvateur, qui est de dire, bon, attention, on s'éclate, mais c'est un roman, c'est une histoire, c'est inventé, n'oubliez pas que faites un pas en arrière. Ouais. Donc, ouais. Oui, non, mais c'est très vrai. Après, c'est aussi le subterfuge qu'on utilise, on l'utilise d'autant plus quand c'est vrai. Voilà, vous parliez de Champion, c'est peut-être mon roman le plus autobiographique, mais il fait tellement de vannes, le môme, c'est tellement un garçon, je suis tellement une fille, enfin voilà, j'utilise tellement tous les codes du roman pour dire attention, on est dans un roman, parce que précisément, on n'y est pas assez. Pour moi, au moment, les phénomènes que j'écris, les émotions que je décris, le rapport de l'enfant à son loup, enfin tout ça, là, on est encore dans la politesse, on est encore dans la décence. On retombe sur cette définition-là de l'humour, plus que sur celle de attention, c'est pas vrai, plus que sur celle de l'humour comme artifice. Ouais. Non, là, j'ai été trop loin dans le concept. Non, vous n'êtes pas allé trop loin dans le concept. C'est juste que... Non, vous n'êtes pas du tout allé trop loin dans le concept. Il y a quelqu'un qui dit, et là je pense que c'est la narratrice ou c'est vous, il y a quelqu'un qui dit, j'ouvre les guillemets, je l'aime beaucoup celle-là, le jugement d'une société qui parle de, ouvrez les guillemets, le jugement d'une société tragiquement adolescente qui, à travers un système punitif intériorisé, n'en finissait plus de se haïr pour ce qu'elle était, obsédée par l'amour. Alors il y a énormément de références, de clins d'œil dans votre livre. Je n'ai pas trouvé d'évident, en tout cas, vers les moralistes du XVIIe siècle, à part Molière, qu'on peut considérer comme un moraliste. Je dis bien moraliste, pas moralisateur. Ouais, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie les mœurs de son époque. Il y a vraiment un boulot de moraliste dans votre livre, non ? Vous verriez, vous, dans ce costume-là ? Complètement. Pas que dans celui-là, parce qu'encore une fois, pour moi, les moralistes adoraient cette humanité. Ils avaient vraiment... ils avaient vraiment énormément confiance dans son progrès, dans le progrès des consciences. Alors c'était un peu naïf parce qu'en plus à l'époque il y avait 30 personnes pour savoir lire ce qu'ils écrivaient. Ça se diffusait peu. Je crois que tous les auteurs que j'aime, Romain Gary, Marcel Aimé ensuite, enfin pas le Marcel Aimé du Comte du Chat-Perché, mais Marcel Aimé de l'immédiate après-guerre, c'est des moralistes aussi. C'est-à-dire il y a beaucoup d'humour, il ne s'exclut pas de la satire qui fonde la société. Ça c'est vraiment propre au moraliste. C'est pas un donneur de leçons, contrairement au moralisateur. Donc oui, ça me va complètement. Et pour parler, alors peut-être qu'il y a un angle pour lequel on peut parler un peu de ce qui se passe dans le roman sans spoiler, et un peu aussi de son architecture. Pour moi, il y a un angle qui est passionnant, mais que j'ai du mal à maîtriser. Je pense que c'est fait exprès. C'est Cosma, le petit gamin, qui a visiblement un rôle organique dans le roman, qui est pas là juste pour dire attention, Aurore est une maman, etc., etc. Il y a plus que ça chez cet enfant. Quelle est sa situation ? Quel est son rôle, si on peut en parler ? Alors, là encore, c'est assez proche du western. Dans les westerns, il n'y a pas d'enfant. Ou alors, il apparaît et il a toujours la même fonction. Il va vers.
Il annonce les étrangers, il peut créer des situations embarrassantes parce qu'il confond les ennemis, il ne sait pas qui est l'ennemi. Donc il va alerter là où il ne faut pas, il va aller voir les Indiens de la mauvaise tribu. Voilà. Mais parce que, et cette figure-là, je l'aime beaucoup dans les westerns, parce qu'elle dit, par contraste, toute la complexité et les enfants en général jusqu'à un certain âge, elle dit toute la complexité que nous, qu'on met entre soi et l'autre pour éviter de le rencontrer. Alors que l'enfant du western, c'est l'enfant par excellence, il va vers. Et il va vers parce que ça l'intéresse. Il va vers Alexis parce qu'il subodore entre sa mère et lui de la tendresse, donc il veut s'y ajouter. C'est des choses simples, élémentaires, très humaines, comme ça, que le western éprouve le besoin de représenter en général parce que c'est un monde très violent. Et que moi j'éprouve, alors peut-être qu'on est dans des temps de plus en plus violents, où on tire à vue, où j'ai le sentiment d'une hostilité, je sais pas, mais plus ce personnage de l'enfant qui est ou de l'adolescent qui est désencombré et qui nous montre la dégradation morale, culturelle, politique qui peut être la nôtre, parce que justement, par contraste, il n'en a pas. J'en ai vraiment besoin. Je ne parviens plus à écrire une histoire sans ça. Et puis, dans les lieux que je décris, donc ça se passe beaucoup sur les causes du Lot. Pour moi, j'ai un rapport très mystique à cet endroit. C'est mystique. Je trouve pas d'autres mots. Il y a toujours le sentiment c'est des lieux où on a un sentiment de dialogue avec la nature, le côté un peu hugolien, quoi. Où d'un coup, tiens, on sait quelles forces sont prises. On a l'impression que c'est là, quoi. Et dans ce lieu-là. Et j'avais envie de le transmettre à travers quelque chose. Et c'est passé par cet enfant, pour qui tout est vivant. Les pierres, même ce qui est inerte est vivant. Enfin, et du coup, qui est en contact, lui, avec tout. Et qui est en amont de la société, donc qui a un espoir fou, qui est à la fois tragique aussi, parce qu'on sait bien que ça ne va pas durer, mais qui est en contact avec tout, fantômes, cailloux, arbres, individus. Qui est en amont de la narration aussi. Il est un peu devin, quoi. Ou du moins il s'essaie à l'être, et en fait c'est pas si mal que ça, quoi. Oui, il trouve en fait dans la maison dans laquelle cet enfant habite, c'était la maison de sa grand-mère qui tirait les tarots, jetait ce qu'on appelle les runes, et pareil, il est allé vers ça naturellement. Puis là, il en a compris le mécanisme parce que c'est assez rudimentaire. Et puis, il en a une lecture très premier degré. Il n'interroge pas le possible occultisme. Voilà, il a trouvé la boîte avec la règle. Et puis, pour lui, c'est un jeu qui prédit rien moins que l'avenir. Bon, ben voilà, il joue. Et donc, il émet des énoncés comme ça. Mais j'ai connu un enfant comme ça, et c'est quelque chose de très troublant. Enfin, qui avait une sorte de connexion ou avait un instinct très 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 fort et qui annonçait tranquillement des choses, sans être effrayé ou une inondation, un vol, la mort de quelqu'un sur le tombadin. Ah tiens, et ça m'a beaucoup marqué. Ça y est passé après. Il est le sujet d'une des plus belles, d'un plus beau trait d'esprit. J'ai trouvé dans le livre, c'est que quand Alexis débarque en pleine nuit, complètement inconnu, il serre la main de sa mère pour qu'au moins l'un des deux ait moins peur. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment superbe. Pour rassurer l'un d'entre eux. Je l'ai lu 2 fois, le roman. Je l'ai lu au début de l'été, quand on a reçu les épreuves. Donc j'ai lu une version probablement un peu différente de celle qui a été publiée. Pas énormément, j'espère. Non, pas énormément, mais un tout petit peu. Ouais. Il y avait une chose qui m'avait frappé dans un discours qui est globalement libérateur, je dirais, de libération des convenances du passé, cette idée de remise à zéro qui est quand même très excitante. C'était quand Aurore parvient à se raconter au bout d'un moment, c'est en plusieurs étapes, et elle explique que on ne peut pas la comprendre si on ne sait pas ce que c'était d'avoir été une petite fille catholique.
que quand on est une petite fille catholique, on commence par aimer Dieu parce que c'est. Levez la main. Pardon. On commence par aimer Dieu parce que c'est ce qu'on vous apprend, et puis après on en vient à aimer Marie parce que c'est la maman de Dieu, donc c'est une maman. Puis après on commence à aimer Jésus parce que c'est Jésus. Ça commence à être plus trouble. Ça commence à être plus en rapport avec les envies qu'on sent poindre en soi. Donc j'avais jusqu'à arriver finalement à prier Jésus de vous donner un amant, quelque chose comme ça. J'avais été surpris par la religiosité de passé, où en fait on ne sait pas, en tout cas la religiosité qui existait dans ce personnage. Et à la relecture, je me suis dit, ah mais en fait ça arrive plein de fois. Aurore, j'avais complètement oublié, le dit explicitement au début, qu'elle avait prié pour avoir un homme à elle, que Don Juan, qui est un croyant qui se force à l'athéisme. Alors il faut savoir que Alexis, avant sa chute, a fait avant de sa chute dans l'estime des gens, dans son bannissement, en fait, il a fait un geste magnifique, qui semble être magnifique, libérateur, féministe, tout ce que vous voulez, et qu'il est parti. Et du coup, Aurore voit en lui cet homme qui a fait elle le voit comme un saint, parce qu'il a fait quelque chose de magnifique, d'une action quasi miraculeuse. Voilà, d'action a priori désintéressée envers une femme. Et qui s'est allé se planquer pour ne pas qu'on le remercie. C'est une espèce de Saint François du sexe, ou je sais pas quoi. Oui, mais c'est pas tant de la religiosité qu'elle le dit elle à un moment. Son éducation catholique, c'est une formation intellectuelle. C'est presque c'est plus qu'un culte, parce que c'est pas quelqu'un qui va à la messe, qui pratique. Et il y a toujours des filtres comme ça qui opèrent entre elle et le réel, et pour déchiffrer le comportement d'un homme. Et puis à un moment, elle se dit, mais en fait, ces filtres-là, qui lui font voir des saints, qui lui font toujours espérer le retour, Don Juan partage avec le Christ d'être celui qui reviendra. Et d'avoir toujours cette foi dans le fait que l'homme va revenir et tout, elle se dit, mais à un moment, mais en fait, c'est depuis le début, en fait. C'est le caté, en fait, qui structure, qui fait que je pardonne tout aux hommes, en fait. Et, le caté est papa. Le caté, papa, c'est papa qui était... mais pour moi, c'était moins parler de sa religiosité que de... Parce qu'elle n'en a pas que, à mon avis, de quelque chose qui est très invariant, un invariant de la culture française. Enfin, je veux dire, on est... dans les... dans les... moi, j'ai été dans un lycée... catholique, après j'ai été dans un lycée laïque, mais c'était la même chose en fait qui circulait, c'était vraiment, on est pétri de ce judéo-christianisme-là, et en fait à un moment, comme elle va très loin dans elle a le temps d'aller dans son analyse, mais pourquoi je suis si clémente avec les hommes, et elle cherche, et c'est préparé dès le début par le christianisme qui a été un peu le berceau social, mais pas parce qu'elle a fait sa communion, sa confirmation, en fait comme plein de gens. Elle va effectivement chercher jusque-là. Ça m'a amusé de chercher jusque-là. Et puis il y a aussi, et après je vous laisse la parole pour ceux qui auraient envie de poser des questions, il y a aussi un autre thème qui est vraiment frappant, c'est la maison, c'est habiter, c'est être quelque part, il y a tout, il y a le refuge, il y a une violente diatribe d'Aurore contre Alexis quand il explique ce que c'est que faire un nid, ce que c'est que d'avoir cette charge-là. Le lieu à soi, oui. Il y a le fait que ce soit une maison héritée, il y a le fait que l'héritage n'est pas si simple que ça, pour le coup on ne peut pas vous dire pourquoi, pour ceux qui l'ont pas lu. Le lieu domestique, le lieu quotidien est d'une importance capitale dans cette affaire-là. Ouais, c'est en ça, c'est même à travers ça que Aurore se définit comme femme. C'est-à-dire que toute sa vie a consisté à chercher un lieu pour regarder grandir les enfants, un lieu pour rien faire, pour faire pousser du basilic. Elle se rend compte qu'elle l'a jamais eu jusque-là, mais elle a été mue depuis toujours par l'obsession du lieu. Et toute la vie a fait que les lieux, elle a dû les abandonner, défaire les nids, les refaire et tout. Et c'est la destruction répétée du lieu qui la laisse dans l'état où elle est à ce moment-là, totalement épuisée. Parce que
Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que je crois. C'est très élémentaire. Je crois pas, moi, à notre fond nomade. En fait, je crois que c'est très très ancien, ça. On parle beaucoup aujourd'hui des détresses migratoires et tout, mais si quelque chose nous fonde, nous structure, les fondements, c'est le lieu, en fait. Et le déplacement, la destruction, la dépossession du lieu, à mon avis, est à l'origine de beaucoup de maladies, beaucoup d'errance, et c'est presque une idée trop élémentaire, trop ancienne, pas assez rock, pas assez new age. Et elle a que cette pauvre vérité à dire, voilà, quand on veut lui prendre son lieu, en fait, que... Enfin non, c'est mon cœur, en fait. C'est le cœur au sens architectural du terme, quoi. C'est une conviction, donc c'était important de le dire. Et de la même manière, comme il est toujours question de littérature dans votre roman, même s'il est lui-même de la littérature, on a parfois l'impression que vous faites que parler de littérature. Et la scène avec le notaire, c'est du Balzac, par exemple. Et de la même manière, donc, il faut un lieu, et il faut un cantou, il faut une cheminée auprès de laquelle on peut s'asseoir et inventer des histoires, raconter des histoires. C'est une passion pour vous raconter des histoires. On sent on croit sentir en tout cas une jubilation, vraiment quelque chose de... Je le fais pas en continu, mais en dehors de cet exercice-là, la plupart du temps, je me sens pas bien. Si je suis pas en train de raconter, Et puis le cantou, c'est un élément très important des maisons quercinoises. Donc du Lot, et j'ai toujours trouvé ça très très beau, moi. La place que ça prend, le fait qu'il y ait des bancs en pierre à l'intérieur même de la cheminée, j'en ai jamais pratiqué parce qu'on ne s'assoit plus dans les cheminées quand on loue des maisons dans le Lot et tout, mais dans la manière d'habiter, j'ai jamais rien vu de plus beau que ces bancs creusés dans l'âtre, dont on nous dit que c'est là que les familles se rassemblaient, parce que c'était l'endroit chaud, et comme il n'y avait rien d'autre à faire qu'à regarder les flammes mourantes, on racontait ce que les flammes nous inspiraient, en gros. Ça, ce motif-là, pour moi, il est... Et on le retrouve chez Romain Gary, dans l'Enchanteur. Les Enchanteurs, pardon. Dans la culture russe, il y a aussi cet élément-là que nous, on appelle le cantou, je ne sais plus comment ça s'appelle chez eux. Vous ne connaissez pas le Lot? En fait, un tout petit peu. En fait, j'allais ajouter quelque chose quand vous faisiez la description du Lot. C'est vrai que c'est un endroit perdu. Alors, une fois, j'étais dans un hôtel et puis on voulait aller quelque part et la dame nous a dit mais c'est à 20 minutes d'ici. Puis on la regarde et dit oui, mais ici on compte pas en kilomètres, on compte les routes sont sinueuses, on compte en temps. Et alors moi, je conduis pas. Et l'autre truc que j'ai trouvé la troisième fois que je suis allé dans le Lot, c'est que et je pense que ça marche pas mal aussi, même si c'est pas si exploité que ça dans votre livre. C'est un endroit où on marche, justement. J'ai trouvé que autant il y a effectivement un déficit de transport en commun, autant pour marcher, c'est le paradis. Il y a des chemins qui sont entretenus comme des routes. Ouais, je sais que j'en ai pas beaucoup parlé de cet aspect-là parce que... Puisque la maison est sur le bord du GR. Oui, voilà, c'est les pèlerins, mais sinon, le roman de la marche, c'est côté Sylvain Tesson. C'est... Ouais, ça pour le coup, je marche énormément, mais mais je ne verrais rien de plus pénible à raconter. De plus pénible à raconter que la déambulation, que les récits de déambulation. C'est pas votre truc. Mais voilà, et c'est vrai que c'est bizarre. Vous avez raison, c'est vraiment un angle mort du truc parce que c'est mon activité principale dans le Lot. Donc, bref, il y a le GR65. Le GR65, voilà, c'est ça. Bon, à mon grand regret, je suis prêt à vous passer le micro si vous voulez poser des questions, parce que moi, je continuerai bien à discuter un moment encore. Mais Oui. Il faut juste parler dans le micro parce que c'est enregistré. Bonsoir. Je voulais revenir avec vous sur un chapitre qui me semble dénué d'humour, ou alors c'est moi qui ai mal lu, qui est le chapitre des textos d'Alexis. Ça a été une lecture personnellement fascinante et très éprouvante. Ah bah oui. Je vois bien pourquoi. Et oui, j'ai eu l'impression de peut-être
d'ouvrir les yeux, ou alors, je ne sais pas. Je voulais savoir un peu comment vous aviez écrit ce chapitre. Est-ce que vous êtes appuyé sur des études psychologiques, sociologiques, ou est-ce que c'est votre intuition, votre lecture personnelle? Alors, il y a plein de choses qui entrent en jeu dans ce chapitre-là. Donc, c'est un chapitre où pour les pièces qui sont versées au dossier d'Alexis, parce qu'à un moment, donc, il est accusé de quelque chose, relevant de la violence psychologique sur une femme, et les pièces qu'on a, c'est leur échange de SMS. Et il y a un journaliste qui part dans une analyse de tous ces SMS pour dire à quel endroit ça relève, en gros, de l'emprise et de la violence symbolique. Alors, c'est pas très compliqué, j'en ai reçu beaucoup, voilà, d'une part. Donc, à un moment, il y a des phénomènes qui se répètent. Je veux dire, on est dans un temps où le langage amoureux est exponentiel et surdéveloppé grâce à ces technologies-là, en fait. Et pour peu qu'on tombe sur un bavard, voilà. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est la répétition c'est la répétition de certains temps dans les débuts d'histoire qui étaient très verbalisés. Alors, c'est vrai que j'ouvre un peu la boîte de Pandore en plus dans ces chapitres-là. Donc, il y a ça, il y a ma propre expérience. Et puis, quand j'écris, j'enquête beaucoup avant. Donc, pour ce livre-là, j'ai rencontré des avocats, des journalistes, et j'ai parlé à beaucoup d'hommes qui avaient le profil qui correspondait au sociotype d'Alexis, quoi. Qui finissent par avouer, le principal truc de Don Juan, c'est la répétition des actes et la répétition des façons de déclarer son amour. Et donc beaucoup ont fini par m'avouer, en fait, oui, j'ai toujours écrit la même chose, parce que soit j'ai pas d'inspiration, soit il y a toujours on trouve finalement toujours les mêmes métaphores pour dire les mêmes trucs, et puis il y a ce qui marche, et puis on voit que la température d'une relation monte ou descend selon tel terme. Donc si on veut la faire descendre, c'est tel lexique, si on veut la faire monter, c'est tel lexique, et puis je fais pas exprès, et puis voilà. Sauf que quand ça devient, voilà. Et puis je me suis... Il y a Roland Barthes aussi, c'est les fragments du discours amoureux qui avait été une lecture de chevet pour moi, qui m'avait fascinée. Et Roland Barthes décrit très bien le rapport hypnotique que peut établir le langage amoureux. Comment on peut être sous perfusion d'un langage amoureux jusqu'à être... à un moment, parfois trop tard, comme ça arrive pour la jeune fille en question, où on peut être dépossédé de son jugement. Alors, ça peut être très bien d'être dépossédé de son jugement, parce que ça permet de se laisser aller, abandon du surmoi, etc., et du reste. Sauf que parfois, ça peut aller trop loin. Et donc, ouais. Et puis, le dernier truc, c'est parce que je m'étais dit que, tiens, le jour où on en sera là, où la presse balancera quand il y aura une affaire comme ça, où on désignera les abus de tel et tel type. Je me dis, le jour où on balance toute leur correspondance, je suis sûre que ça arrivera. On ira jusque-là. Et en fait, on y est déjà. Et en fouillant un peu, en étudiant tout le corpus autour de ces affaires-là, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas le viol de la correspondance privée. Il est vraiment très très régulier et de plus en plus toléré, alors que pénalement c'est toujours pas possible, mais on le fait. Et donc voilà, ça c'est les. En même temps, c'est ce que je me suis plus marrée à faire, je crois. Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire, parce qu'effectivement, l'échange de texto est glaçant, enfin, la lecture de la correspondance, il est glaçant une première fois, il est glaçant une deuxième fois, pas quand on va s'apercevoir qu'Alexis a servi les mêmes salades, la même soupe. Non, on ne peut pas dire que ça... Mais bon, bref, qu'il a servi ça plusieurs fois. Mais en même temps, l'idée de faire Roland Barthes à l'âge du SMS, si, c'est drôle. Enfin, moi, je trouve ça drôle, quoi. Et le jour, oui, c'est vrai que la divulgation de la correspondance privée, c'est flippant. Mais par contre, je pense que la presse en est encore loin de pouvoir citer propos Roland Barthes sur un truc comme ça, quoi. Si, non, mais là, j'imagine un journal où personne ne signe, où c'est un pure player, donc en ligne, donc on a toute la place qu'on veut. Oui, non, mais bien sûr, c'est le... On a une dernière question, là, peut-être ? Moi, j'ai quelque chose... J'ai trouvé très bon l'interview. Ouais, alors moi aussi, parce que c'est plein de questions auxquelles j'ai jamais répondu. Alors que Par contre, il y a quelque chose qui n'a pas été abordé et que je souhaiterais aborder. C'est aux pages 126, 127.
Oui. Et la page 126, non mais vous allez voir, la page 126 commence par « Après, c'est l'âge du désir. Oui. Il ne faudra pas la juger. Un désir plus certain, plus pressé, etc. etc. » Et ça dure page 126 et 127. Donc j'aimerais que vous puissiez nous dire quelle est votre vision du désir. Ça, carrément. Et puis non, mais j'ai une deuxième question qui est page 261 où Alexis définit 3 catégories de femmes. Oui. Dans laquelle vous classez-vous? Moi, il faut descendre dans le sud, c'est autre chose. Merci. Alors, je vous ferai une réponse à Annie Ernaux. Le désir, ça ne s'analyse pas, ça se décrit. Et c'est une phrase d'Annie Ernaux. Donc, je vous renvoie aux pages 126, 127. Et vraiment, c'est pas de la flemme. Ma vision du désir, ça serait très difficile à établir. Je renverrais à... Je dirais que c'est ce qui nous mène quelque part. C'est ce qui nous mène quelque part. Donc il est impératif de le reconnaître, de l'identifier, mais de le tenir. C'est une énergie incendiaire, très utile, et je crois que c'est un des buts des combats féministes, c'est qu'on puisse mener nos désirs quelque part, et pas les ventiler, pas en avoir honte, pas qu'ils se retournent contre nous. Je crois vraiment s'il y a... Voilà. Et les 3 catégories de femmes, alors attendez... 260. Après, le temps que Maria cherche... Ça fait plaisir. Si je me souviens bien, le temps que Maria cherche la référence exacte. Alors, ah oui. Parmi toutes les cases, étiquettes et typologies que mobilise Alexis pour conjurer le féminin, il connaît 3 catégories dans lesquelles les femmes, selon lui, se partagent très inégalement. Donc déjà, c'est l'avis d'Alexis. C'est pas... Un tiers d'entre elles savent qu'elles sont des femmes et qu'elles participent de fait à quelque chose d'énorme et d'incertain. Celles-ci regardent les hommes avec intérêt, espoir ou méfiance. 2 tiers d'entre elles, d'être des femmes, s'en foutent pour un tas de raisons. Elles regardent les hommes en passant. Aurore faisait partie d'une 3e et déclinante catégorie, sans réalité tapageuse et presque éteinte en ville, pensait-il, les clémentes. C'est que Alexis appelle les clémentes. Elles regardent les hommes comme si c'était pas grave. Moi, je dirais que ça vous apprendra, j'appartiens aux 3 catégories en même temps, parce que nous sommes des individus complexes. Juste, si je peux me permettre, il me semble bien que la partie qui commence par l'âge du désir, etc., si je me souviens bien, ça se termine par âge du désir, mon cul. Oui. Et non, c'est pas pour faire un bon mot, c'est parce que c'est un de ces moments dont on peut pas vraiment parler, parce qu'effectivement, cette narratrice qui revient, qui commente, puisque c'est elle qui va dire âge du désir, mon cul. C'est un des plus grands plaisirs du livre de découvrir à la fin ce qu'elle devient, ou ce qu'elle était. Je ne sais pas. Merci beaucoup, Maria Pourchet. Il y a très peu de temps. Il s'agissait de Maria Pourchet à la librairie Ombre Blanche, le mardi 19 septembre 2023, autour de son roman Western, édité chez Stock. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio, avec Radio Radio Plus et Radio Terre.